Ça va être un épisode. Ça. Petit disclaimer avant de commencer. Mon credo pour cette chronique, ça va être que vous ne vous tourniez vers aucune autre idéologie politique que celle que vous avez déjà quand vous commencez cet épisode. Si c'est pas le cas, je suis désolé et c'est que j'aurais mal fait mon boulot. Je m'excuse par avance de cela. Il faut savoir entendre quand une œuvre dit quelque chose qui ne nous plaît pas, mais il faut aussi savoir ne pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Aujourd'hui, dans 180 mm, silence spectateur, l'œuvre parle. Bienvenue dans 180 mm, votre focus sur l'œuvre et sur la culture, et bonjour à vous, je suis Théo, et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, on va parler cinéma d'horreur. Connaissez-vous un certain John Carpenter, réalisateur de grand talent, à qui on doit Invasion Los Angeles, Christine, Concentrons-nous sur The Thing, aujourd'hui, adaptation de la nouvelle de W. Campbell, qui, si vous l'ignoriez, a reçu un terrible accueil à sa sortie. Qualifié de film crétin des années 80 par excellence, de déchet instantané ou encore de misérable excès recevant une nomination aux Radio Awards, sorte d'anti-Oscar parodique et loin d'être élogieux, pour la composition musicale du film signée Ennio Morricone. Il est considéré comme l'échec le plus difficile à encaisser par le maître lui-même, à tel point que ça va mettre fin à son contrat d'exclusivité avec Universal qu'il avait à l'époque. Ce film sorti en 82 et qui mettra un sacré frein à sa carrière devra attendre à peu près 10 ans pour avoir une reconsidération élogieuse de la part du spectateur. Des spectateurs. Et oui, le film n'est pas sorti à la bonne époque, il était en avance sur son temps. Le film peut se résumer en un loup-garou de tierce lieu où un extraterrestre prend l'apparence des humains d'un camp scientifique en Antarctique pour initier un massacre. Toute l'idée est de découvrir puis de tuer le monstre avant qu'il ne les tue tous. Les personnages sont plongés dans l'inconnu total, l'obscurité tout le long du film et nous on est forcés d'assister à ce spectacle de doute permanent. Connaissez-vous Alain Soral, militant d'extrême droite, assez sulfureux, enfin pour quelqu'un d'extrême gauche comme moi, un woke. Il faut dire, j'aime pas beaucoup le personnage, mais éclectisme philosophique oblige. Quand on parle de cinéma, peu importe qui y est au bout du fil, j'écoute. Écoutons ce que M. Soral a à nous dire à propos de The Thing. Mais tout d'abord, je dois commencer par mentionner ça. Pour apporter de la consistance à son analyse, dont on comprendra l'entièreté de la teneur juste après, il apporte que la même analyse est à faire du côté d'Invasion Los Angeles, autre film du maître. Film qui dépeint une société consumériste à souhait comme la nôtre, qui, regardée avec une certaine paire de lunettes, perd toute apparence et se présente en réalité comme une société gouvernée par les extraterrestres, où le consumérisme permet aux extraterrestres de tenir en laisse les humains. Sa justification est que le rapprochement avec l'exégèse qu'il en fait de The Thing, et le fait que Carpenter soit un marginal d'Hollywood, ayant un acteur fétiche d'extrême droite, donne à son analyse du crédit. Alors à l'époque, les critiques ont dit que ça critiquait la société ultralibérale ou néolibérale de Reagan. Et je vous garantis que quand vous additionnez chez Carpenter Invasion Los Angeles et The Thing, sachant que Carpenter est un cinéaste marginal qui n'a fait que de la série B et qui est un marginal d'Hollywood, et que son acteur préféré fétiche est Kurt Russell, qui a une réputation d'extrême droite, et ben on se dit que peut-être que Carpenter est un sacré malin et qu'il a fait passer un message sacrément subtil et sacrément courageux, je dirais. Et du coup, comment vous dire, quand quelqu'un a un acteur d'extrême droite, il pense ce qu'il veut, c'est pas sa mère, quoi. Puis s'il faut utiliser la pensée du réalisateur comme preuve, moi je trouve que j'ai des meilleures preuves, des meilleurs indices, hein, n'est-ce pas? Avec ce tweet, ça devient bien trop facile, donc on va oublier ce que M. Soral vient de dire, parce que penser qu'un comportement restrictif d'un gouvernement envers le capitalisme est bon, est quand même un tout petit peu de gauche. Un peu. Ces théories sur les films, Invasion Los Angeles et The Thing, de Carpenter ont été réfutées par le maître lui-même, comme on a pu le voir, et je vais même ajouter qu'on n'en a rien à foutre, voilà. Exercice surprise de pensée, Barthès avait raison, la mort de l'auteur, c'est vrai. Maintenant, est-ce que Soral a raison? Au début du film, on voit
je ne sais pas si c'est un chien ou un loup, on va dire un chien-loup qui court sur la glace, poursuivi par des gens qu'on n'identifie pas et allant vers un autre groupe de gens. Hein. Donc, la symbolique est très forte. Et en fait, le groupe vers lequel le chien court voit un pauvre animal pourchassé par des gens qui lui sont hostiles et donc, d'instinct, recueille en fait ce pauvre animal traqué, le recueille en pensant que c'est ça le bien à accomplir. Et puis, tout le film nous démontre deux choses. Un, c'est que cet animal, en réalité, est capable de se métamorphoser à volonté en n'importe quel autre personnage dans le but de créer de la tension et de la violence intracommunautaire, hein, c'est-à-dire le diviser pour régner. Son don est basé totalement là-dessus. Hein, il se transforme pour créer de la tension et pousser d'ailleurs les êtres de la communauté qui l'ont accueilli à se exterminer les uns les autres. Donc ça, c'est quand même très fort. Et on comprend à la fin du film qu'en réalité, si les étrangers le poursuivaient pour essayer de l'assassiner, c'était en fait pour protéger la communauté vers laquelle il courait, parce qu'eux-mêmes avaient déjà subi ce système de domination par le divisé pour régner et en avaient presque miraculeusement réchappé, et voulaient essayer de faire en sorte, en abattant cette bête mauvaise et qui se faisait passer pour une victime, et ben, en l'abattant, ils voulaient en fait protéger la communauté vers laquelle cette bête se dirigeait. Quand il décrit le début, il dit la vérité, le chien qui est un malamute d'Alaska par ailleurs, l'hélico, les gens qui lui tirent dessus, le sauvetage du chien, le fait que le chien soit la chose, que tout le monde se méfie de tout le monde, tout est vrai. Sauf que l'extrait dans son intégralité ne dit jamais directement quelle communauté est représentée par la chose et par les extraterrestres d'Invasion Los Angeles. Mais on a des indices. Donc je le dis, le film le plus intelligent à regarder, sachant par exemple que le Juif sus est un film interdit, et ben, si vous ne pouvez pas revoir le Juif sus, vous pouvez voir The Thing de John Carpenter et vous verrez que vous avez vu à peu près le même film. En effet, le Juif sus est un film de 1940 réalisé en Allemagne et dont la production est supervisée par Joseph Goebbels. Besoin d'en dire plus? Je pense que non. Le chien et son influence représentent le juif. Et son influence est celle de l'autodestruction au sein d'une communauté à cause d'aucune autre communauté que de celle-là. Et cette autodestruction, elle est permise par le fait que le chien, la chose et le juif, puisse prendre l'apparence de n'importe qui. Mais en tant que personne d'extrême gauche, je pourrais bien dire que le chien et a fortiori la chose représentent l'extrême droite, qui mettant nos ethnies au centre des discussions, nous divise et nous empêche de créer une société stable. La personne d'extrême droite a toutes les apparences possibles, même celles qu'elle pointe du doigt, et la pensée d'extrême droite peut se mouvoir chez qui que ce soit. Chose difficilement discernable de prime abord, mais lorsque la chose chez l'individu est découverte, l'individu devient dangereux et utilise la violence pour arriver à ses fins. Mieux, le chien qui se fait passer en victime, c'est l'extrême droite qui dit on est censuré pour nos idées, on est cancelled, hein. On utilise alors une apparence inoffensive, canine, pour mieux être accepté par tout le monde. L'hélico et les gens qui y sont peuvent être vus comme la leçon passée de l'histoire d'une certaine Allemagne et du devoir de mémoire qui ne marche pas. Je veux dire, tout colle, et c'est pas tout. Sauf qu'en fait c'est simplement malhonnête. Et pour cela je vais devoir parler de la fin. Je vais donc la dévoiler. Gare à vous, comme d'hab, hein. D'habitude, un film d'horreur finit soit mal, soit bien, et assez souvent quand il se finit par un cliffhanger, ou donc par une séquence qui laisse délibérément planer le doute sur la victoire du héros et qui ouvre la porte à un second volet. C'est souvent le cas dans les slashers, films où le tueur est une figure psychopathe, défigurée ou portant un masque, et tuant à la main ou à l'arme blanche ses victimes, en général jeunes adultes. Je suis donc pas à l'abri. Les Freddy Halloween vendredi 13, sauf que là, on a affaire à une fin à l'issue inconnue. En effet, à la fin du film, on trouve Macready, le personnage que nous avons le plus suivi tout au long du film, en face de Childs, un autre personnage. Les deux sont face à face dans le froid, la base ayant brûlé pour siroter une dernière bouteille de whisky, mais surprise, on ne sait pas si le monstre est bien mort. Il est donc tout à fait possible que l'un des deux soit le monstre métamorphe. Et on ne saura jamais qui c'est, même si un des deux l'est. Carpenter répond à qui il demande qu'effectivement l'un des deux est le monstre, mais ne dira jamais qui.
Et en plus, je vous rappelle qu'on n'en a rien à péter dans cette chronique. Parce que c'est pas ce qui est intéressant. Ce qui porte intérêt, c'est pas qui déclenche la panique, mais à quel point elle est facilement déclenchable, et l'effet qu'elle a sur tout le monde, à quel point elle est dangereuse. Et notamment pour Blair, scientifique du camp qui, à cause des prévisions de son ordinateur, devient fou et paranoïaque, défonce les véhicules et la radio pour éviter que le monstre puisse raccrocher les wagons avec le continent. D'ailleurs, quand Blair dira à Macready de faire attention à Clark, il fait quoi? Il va dire aux autres d'y faire attention aussi. Ce qui est drôle, c'est que c'est même pas Clark. La peur d'un personnage est donc incroyablement dangereuse pour elle et les autres, parce que cette peur, le fait d'accuser quelqu'un, c'est un pari. Je t'accuse toi et pas un autre, alors que tu as peut-être raison quand tu dis que Jean-Jean se tient derrière moi avec un couteau. Et surtout, le pari de prendre à partie quelqu'un est contre-productif parce que la personne va se vexer et nous accuser à son tour, et nous empêcher d'apporter effectivement des solutions, comme par exemple dire à Jean-Jean de lâcher ce putain de couteau! Alors la peur de tout le monde envers tout le monde pousse tout le monde à se battre avec tout le monde. Ce qui entrave véritablement l'apport de solutions et le fait de résoudre la situation assez tendue. Premièrement, les initiatives personnelles motivées par la peur, mais peut-être pas connes, vont être perçues par les autres comme des preuves que c'est lui la chose, parce qu'il agit bizarrement. Alors que je le répète, elles peuvent être de bonnes idées, mais ne pas communiquer ce qu'on fait ni pourquoi, ça pose problème. Et le manque de communication entre humains conduit à plusieurs choses. Macready boit du whisky et Blair boit de la Smirnoff. L'alcool a donc une influence très négative et destructrice sur les personnages, eux-mêmes comme les autres. On peut aussi noter des tendances suicidaires. Maintenant, imaginons que la chose ait été tuée. Les deux vont tout de même claquer à la fin, ayant fait cramer la base pour éviter que le monstre ne s'y cache. Alors qu'il fait vraiment froid. Ce qui a pêché et empêché les scientifiques du labo d'avoir de l'aide, c'est la communication. Windows, pas l'OS, le personnage, n'arrivant jamais à choper les radios du continent américain et à nous faire utiliser Internet Explorer. La seule communication qu'il reste à Macready, c'est un enregistreur, donc un objet qui ne permet pas de résoudre le problème ou apporter des solutions. Il se plaint, juste. D'ailleurs, grâce à un plan demi-bonnette juste après, John Carpenter montre à quel point tout le monde se méfie de tout le monde, alcool ou non. Fuchs a l'air vraiment craintif, et le flou créé autour des deux personnages par la demi-bonnette permet de le montrer. Chacun ne croit plus qu'en soi, chacun ne considère plus personne. D'ailleurs, quand Macready pète les plombs alors qu'on l'accuse, les autres sont flous. Il ne leur porte plus une vraie considération. Il n'hésitera même pas un seul instant à tuer tout le monde pour être en sécurité. Moi, ça, je trouve ça flippant. Pire, lors de la scène du test, Windows a quand même vachement peur de la réaction de son propre sang. Les personnages ne sont plus sûrs de qui ils sont, de leur identité propre. N'ont plus confiance en leur propre corps. Rien à voir avec l'identité de la race, du pays ou de l'ethnie. Là, on parle d'une peur qui s'est installée, d'une paranoïa qui s'est installée dans le corps même de la personne, à un endroit où on est censé être sûr et certain des réactions. Des pirouettes politiques et rhétoriques, j'aurais pu continuer à en faire, et la vérité c'est qu'on peut mettre à la place de la chose, avec un peu de bonne volonté et de mauvaise foi, n'importe quelle ethnie. Nous les blancs, colonisateurs de l'Afrique, les elfes, les homosexuels, on peut mettre tout le monde. Et si on peut mettre tout le monde, c'est que c'est personne. L'interprétation est un exercice pas foncièrement très compliqué, mais entre interpréter une œuvre et y projeter de soi, il y a quand même un monde. Le fait de mettre de côté ses sentiments personnels pour garder ceux investis par le film, c'est un exercice qui n'est pas donné à tout le monde et qu'il faut apprendre à faire. The Thing n'est pas un film sur une communauté particulière, mais plutôt sur la communauté de l'humanité. Malheureusement trop facilement divisible, et si une chose comme la chose arriverait, il faut qu'on soit unis et courageux. Là, pour le coup, je vais utiliser la pensée de John Carpenter. If there was a creature like that, Yes. came down here, we wouldn't have a chance. Not a chance. Il ne faut donc pas rejeter la faute sur une personne en particulier ou sur une communauté en particulier. C'est l'erreur que font les personnages du film, que la personne soit d'extrême droite ou juive. Je ne dis pas qu'on peut pas avoir une interprétation propre d'un film teinté de ce qu'on ressent. Il faut avoir bien en tête que c'est notre film à nous qu'on imagine, pas le film qui est effectivement projeté. Et voilà comment The Thing dit « Silence spectateur, je parle ». Alors j'ai la flemme d'aller chercher le DVD, et je conseille évidemment le film, c'est un super film d'horreur, assez impressionnant techniquement pour l'époque, et qui met une pression de dingue. Pour ceux qui sont plus sensibles au jumpscare, peut-être passez votre chemin, mais s'il y en a de très sympas, même ceux qui ont peur des films d'horreur, regardez-le, mais accompagnés, ça sera mieux pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, n'hésitez pas à mettre des suggestions en commentaire, vive toutes les formes de culture, la bise.